Jean Moulin. Yes, we can. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je vous ai compris. C'est un vieux pays. Vive le Québec libre. I have a dream. I have a dream. Bonjour à tous et bienvenue sur la PNIX, émission radio du journal international. Après l'émission de Charlotte portée sur la question environnementale et l'émission de Jade sur le chanvre, notre équipe choisit un sujet qui façonne l'actualité brûlante. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information qui alerte le monde ces dernières semaines. Ainsi, avec son apparition, puis fatalement sa propagation d'abord à la Chine, puis au monde, le dénommé coronavirus affole et dépasse maintenant largement les frontières de Wuhan, la ville qu'il a vu tristement émerger. Alors, vraie menace mondiale ou simple emballement médiatique ? Toujours est-il que le virus relance la question des risques sanitaires à l'échelle mondiale et interpelle quant à la capacité des États à leur répondre. C'est la tâche de nos 4 chroniqueurs habituels aujourd'hui que de traiter de ce complexe sujet. Alors je vais vous les présenter comme chaque semaine et on commencera par Rodrigo. Salut Rodrigo. Salut Tristan. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais parler du coronavirus en général et des différentes souches. Ok, et ben on a hâte. Et après ce sera Sarah qui va nous proposer comme chaque semaine une chronique amusante mais informative je crois. Oui c'est ça, bonjour. Donc tu vas nous parler de quoi ? Du top 3 de la mort des épidémies du 21e siècle. Eh ben, on a hâte de découvrir ça avec joie. Ce sera Sabrina qui enchaînera derrière toi. Salut Sabrina. Oui, salut. Et toi, ton sujet cette semaine, c'est La prévention des épidémies. Ok. Eh ben, on pourra conclure avec Margot qui va nous parler. Je vais vous parler donc des vaccins. Ok. Eh ben, on a tous nos 4 sujets de la semaine. Précisons que nous n'avons pas d'invité avec nous aujourd'hui, mais que cette émission sera complétée par un entretien avec monsieur Thomas Mézaros, maître de conférence à Lyon 3 et spécialiste de la gestion de crise, qui devrait donc paraître en cours de la semaine, juste après cette émission. Donc n'hésitez pas à rester bien informés pour retrouver ce magnifique entretien qui éclairera les chroniques de nos différents chroniqueurs. Eh ben Rodrigo, on peut commencer, c'est à toi. C'est parti. Alors, en Chine, le 8 décembre 2019, le premier cas de patient montrant des symptômes d'une pneumonie de cause inconnue est enregistré par les autorités. D'après un rapport rédigé bien après, le premier cas daterait du 1er décembre. Plus tard, le 9 janvier 2020, une nouvelle souche du coronavirus a été isolée. Il existe de nombreuses souches de coronavirus, mais parmi celles-ci, il n'existe que 7 souches qui peuvent infecter les êtres humains. 4 souches très communes du coronavirus et 3 autres qui ont été à l'origine d'épidémies telles que le SRAS, le MERS et la toute dernière, donc nCoV, Novel Coronavirus, responsable de l'épidémie trouvant son origine à Wuhan en Chine. Quel homme bilingue. Pour situer le sujet de la question, est-ce que tu peux nous définir d'abord ce que c'est qu'un virus ? Donc, un virus est un petit agent infectieux qui se multiplie uniquement à l'intérieur des cellules vivantes d'un organisme. Les virus peuvent infecter tous les types de formes de vie, les animaux, les plantes, jusqu'aux micro-organismes, qui incluent donc les bactéries et les archées. Depuis la rédaction de l'article scientifique de Dimitri Ivanovski en 1892 concernant un pathogène d'origine non bactériale, on a décrit environ 5000 espèces de virus en détail, bien que le nombre total de virus s'élève à des millions. On peut retrouver les virus dans presque tous les écosystèmes sur Terre, et ceux-ci sont les entités biologiques les plus nombreuses. Alors, qu'en est-il du coronavirus plus spécifiquement ? Donc, les coronavirus font partie de la famille du virus Coronaviridae, nommés ainsi à cause des pointes semblables à celles d'une couronne sur leur surface. Corona voulant dire couronne en latin. Je confirme, j'ai fait latin pendant 4 ans. Je peux, Pendant 4 ans, je peux affirmer cette proposition. C'est bilingue maintenant. Exactement. Les coronavirus sont des virus enveloppés non segmentés avec un ARN au sens positif. Il existe 4 sous-groupes de coronavirus, alpha, bêta, gamma et delta. J'ai également fait du grec, donc je peux valider. Vous êtes polyglotte. C'est faux. Toutes les langues mortes surtout. Ce type de virus affecte typiquement le tractus respiratoire des mammifères. Ces virus sont associés au rhume saisonnier, pneumonie et peuvent également infecter les intestins. Donc, la première fois que ce virus a été isolé, c'était en 1937, suite à une épidémie de bronchite infectieuse chez des oiseaux. Ce virus qui pouvait entre autres dévaster les stocks de volailles. Mais chez l'homme, il n'a été identifié qu'à partir du milieu des années 1960. Donc comme j'avais précisé auparavant, on ne connaît que 7 types de coronavirus qui peuvent infecter les êtres humains. Donc la première souche, c'est la souche 229E, qui est un coronavirus alpha.
La deuxième, c'est NL63, qui est un coronavirus alpha également. OC43, coronavirus bêta. HKU1, qui est un coronavirus bêta. Donc ces 4 types sont très communs et ne posent problème en général qu'aux populations à risque. OC43, ça me fait rire, ça fait un peu nom de blog, Skyblog, OC43. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Mais les 3 autres souches ont un caractère beaucoup plus agressif. Donc la souche MERS, donc coronavirus bêta qui a causé le MERS ou Middle East Respiratory Syndrome. Le SARS, qui est un coronavirus bêta qui a causé le SRAS ou le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus. Et la toute dernière souche qui date de 2019, donc nCoV. En Chine, en novembre 2002. Et il atteint assez rapidement Hong Kong. Et depuis Hong Kong, le virus se répand dans le monde et infecte à peu près 37 pays. Donc SRAS est unique. Il peut infecter les voies respiratoires supérieures et inférieures et peut aussi causer une gastroentérite. Ah mais c'est sympa ça, c'est réjouissant. Ensuite, le MERS, qui était causé par la souche MERS-CoV du coronavirus, a été reconnu en 2012. Cette sévère maladie respiratoire a fait surface tout d'abord en Arabie Saoudite et depuis s'est propagée à d'autres pays. Cette souche est très proche de la souche du coronavirus présente chez la chauve-souris Tylonicteris, Bat-Cov HKU4, et de celle présente chez la chauve-souris Pipistrellus, Bat-Cov HKU5. La pipistrellus, c'est la pipistrelle qu'on connaît. Oui, c'est ça, c'est bien ça. La fameuse. Donc, ok. Et donc on a défini que les souches qui causent le SRAS et le MERS sont des souches d'origine zoonotique. Ok. Et ben, qu'est-ce que d'abord cette fameuse version 2020 du coronavirus ? Donc on pensait tout d'abord que ce virus provenait d'une exposition à la nourriture du marché des gros fruits de mer de Wuhan. Parce que d'après les données, les premières victimes semblaient avoir été exposées à la nourriture de ce marché. Mais un article scientifique qui était rédigé par des scientifiques chinois dans The Lancet prouve que le patient zéro n'avait aucun lien avec ce marché en fait, parce que le patient zéro date du 1er décembre et pas du 8 comme on le pensait au début. Et au 1er décembre, il n'avait jamais été en contact avec la nourriture de ce marché-là. Ensuite, le spécialiste Daniel Lucet, qui est spécialiste en maladies infectieuses à l'université de Georgetown, affirme que si les nouvelles données sont précises, alors les premières infections humaines ont dû se dérouler en novembre 2019, ou encore avant, puisqu'il y a un temps d'incubation entre l'infection et le déclenchement des symptômes. Donc, ce qu'on sait pour le moment, c'est que ce virus est transmissible et par des fluides. Et les symptômes sont assez semblables d'une grippe saisonnière, hein, voilà, fièvre, fatigue toux et fatigue respiratoire. Mais dans les cas d'infection sévère, on peut retrouver, l'infection sévère peut mener à une pneumonie, une insuffisance rénale et même la mort. Finalement, on peut rappeler aussi que certaines grippes conduisent à la mort, hein, qu'il y a plus de 10 000 morts par la grippe chaque année. Donc c'est pour ça qu'on se demande pour l'instant si c'est pas un affolement médiatique et si on n'aura pas un deuxième virus H1N1. On se souvient de cette grippe H1N1 où on avait acheté des tonnes et des tonnes de masques et des tonnes de vaccins et finalement il s'était rien passé. Donc c'est pour ça que les États sont un peu tiraillés entre les dépenses sanitaires excessives et la nécessité quand même de se protéger face à une nouvelle menace. Ben merci Rodrigo, on a bien appris sur ce coronavirus pour bien lancer cette émission. Donc on va pouvoir enchaîner avec une chronique, ma foi, qui une fois de plus élèvera les plus comiques d'entre vous. La reine de la fête et des quiz est avec nous une fois de plus. Et ben Sarah, je te laisse la parole pour ce top 3 de la mort. Alors bonjour. Rodrigo, il a un peu parlé de pas mal de choses, des questions quiz, donc ça va être plus facile pour vous. Ah. Je tiens à préciser d'abord. Donc je vais donc parler des épidémies qui ont marqué le 21e siècle. Wouhou, c'est parti. Trop bien. Et comme c'est une émission de la joie, je vous ai choisi exprès les 3 virus les plus problématiques et dangereux que l'on connaît aujourd'hui. Je vais commencer par celle qui est souvent tant oubliée, mais intègre ce top 3 à la 3e place. Je mettrai la musique du top 50, tu sais. Mais grave, hein. Donc elle est très similaire à l'épidémie qu'on connaît actuellement. Je laisse pas trop durer le suspense. C'est le SRAS.
Bon, Rodrigo en a déjà parlé juste avant. Donc, elle a compté plus de 5000 contaminés entre novembre 2002 et août 2003 et a provoqué près de 800 décès. Comme j'aime toujours autant les chroniques ludiques, c'est parti pour la question quiz. Mais qu'est-ce que le SRAS? Alors, réponse A. Une maladie qui nous fait danser la gigue jusqu'à l'épuisement. Une maladie irlandaise, donc. C'est ça. Réponse B. Une puissante gueule de bois. Réponse C. Une maladie respiratoire qui s'apparente à la pneumonie. C'est tout de suite moins drôle. Il y a 2 propositions drôles et d'un coup la mort. Il n'y a qu'une réponse genre qui dénote quoi. Bah, je pense qu'on est tous d'accord sur la C. Bah oui. Et oui, et non, on ne meurt pas encore de la gueule de bois. Vous pouvez aller festoyer sans crainte, vous inquiétez pas. Donc c'est bien sûr, comme a dit Titouan, la dernière réponse. Alors, autre petit point commun avec le coronavirus, elle aussi, elle a débuté en Chine et a aussi contaminé Hong Kong. Mais cette épidémie, en plus d'immobiliser certaines régions de la Chine pendant plusieurs semaines, elle a provoqué un vrai problème diplomatique avec l'OMS. Pourquoi ? Eh ben en fait, ils ont juste pas jugé utile de prévenir et de divulguer qu'il y avait une épidémie en cours chez eux. À l'OMS. Donc la Chine avait annoncé à la base, ouais, vous inquiétez pas, il n'y a eu que 37 morts chez nous. Puis on se rend compte 2 mois plus tard qu'ils disent, en fait, c'était 10 fois plus qu'on avait eu. Genre 370. C'est pour ça aujourd'hui que la Chine d'ailleurs prend beaucoup plus de précautions parce qu'ils se sont fait un peu remonter les bretelles. Mais même à l'intérieur de la Chine, si je peux me permettre une petite parenthèse au milieu de la chronique, c'est compliqué parce que en fait, tant que c'est cantonné aux grandes villes, c'est quantifiable. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de monde en fait qui a fait les allers-retours entre Wuhan et les campagnes. Et en fait, toutes les personnes des campagnes qui travaillent dans les grandes villes comme Wuhan sont rentrées pendant la période de Noël dans leur famille. Ce qui fait qu'en fait, elles sont allées répandre le virus au niveau des campagnes profondes chinoises, qui est un très très grand pays en termes de superficie. Et autant les hôpitaux de Wuhan, de Shanghai, de Beijing, enfin Pékin, sont très compétents et tout à fait compétents pour régler ce genre de situation, autant les petits hôpitaux de campagne, parce qu'en Chine, il n'y a pas de médecin généraliste en fait. On va tout de suite à l'hôpital ou aux urgences. Donc ça pose problème dans la contamination et on sait gérer ça dans les grandes villes et dans les plus petites et dans les campagnes, c'est plus compliqué. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur la Chine. Merci pour cette parenthèse. Et donc changeons de région du monde et parlons d'un virus qui a su faire parler de lui. Notre très cher Ebola. Alors Ebola est apparu en 2014, enfin c'est vraiment déclaré comme dangereux en 2014 en République du Congo. Il a fait tant parler de lui parce que en fait il a des symptômes plutôt badass, hein. Genre des fièvres hémorragiques. Ouais, rien que ça, je sais. Mais en plus de ces symptômes impressionnants, elle est dans la deuxième plus dangereuse, car elle inquiète énormément. Pourquoi ? Alors c'est parti pour une nouvelle question quiz. Allez, tout le monde dans la joie. C'est horrible ce qu'on est en train de faire, j'ai honte de ce qu'on fait là. Alors réponse A, il n'existe pas de remède ni de vaccin. Réponse B, son taux de mortalité est à près de 54%. Réponse C, elle est très contagieuse. Et moi j'ai du mal à faire un choix entre les trois. Ouais. Mais... Là pour le coup c'est moins évident tout Mais à il n'y a coup, pas un vaccin qui a été récemment trouvé. ouais, mais je sais pas s'il est très efficace. Pas de remède efficace en tout cas pour le moment. Ouais, mais il me semble qu'il y a eu Un embryon de vaccin. Ouais. Ouais, mais c'est pas facile. Hein, Moi je dirais le taux à 54% là, parce que vu les symptômes, t'as pas beaucoup de chances de survivre. Moi je viens de lire la suite de la chronique, donc je ne vous dirai pas ce qui se passe. Et ben vous commencez à me connaître, quand les réponses difficiles, c'est que c'est les 3. Ah, Ouh. Youpi, hein. Donc restons dans cette atmosphère pleine de bonnes ondes et de vitalité et parlons de la number one en termes de dangerosité et d'imprévisibilité, mais aussi la number one dans nos cœurs. Ah bah évidemment. Celle qui nous accompagne chaque hiver, celle que l'on sous-estime un peu trop, la grippe. Alors on se souvient bien sûr, comme l'a évoqué Titouan au début de l'émission, de la panique qu'a engendré la mutation de la grippe en grippe A en 2009. Donc une série de vaccins a été développée au plus vite, mais ça ne l'a pas empêché de provoquer des centaines de milliers de morts, hein, quand même. Donc, car cette sacrée coquine, même si une fois qu'on sait la prédoser devient inoffensive, mute à une vitesse juste spectaculaire en fait. Aujourd'hui, c'est encore la grippe A que vous attrapez en fait quand vous attrapez la grippe, mais en fait elle vous immobilise juste quelques jours, donc ça va, c'est cool.
C'est cool après Ebola, genre. Donc, parce qu'en fait, votre organisme, il a appris à se défendre. C'est bien parce qu'elle mute doucement en ce moment. Mais on n'est pas à l'abri d'une mutation soudaine. En effet, on a déjà connu plusieurs ce siècle dernier. Combien, à votre avis ? Oui, c'est déjà la dernière question quiz. Je suis désolée. Oh. Tristesse. Donc, réponse A, 2. Réponse B, 4 mutations. Réponse C, 6 mutations. Bon, au moins là, ça peut pas être les 3. Non, Ah, 246 peut-être. et non, 642. Moi, j'ai toujours tendance à répondre au milieu dans ces questions-là. Ouais, c'est clair, quand tu sais pas, tu Je sais. restes au milieu. C'est un bon instinct. Donc ouais, c'est près de 4 mutations majeures que la grippe a connues ce dernier siècle et qui ont toutes été aussi mortelles, hein, Sympa. sans mauvais jeu de mots. Donc il y a eu la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong et notre copine la grippe A. Donc je tiens à rappeler, pour finir, qu'étant donné que la grippe mute chaque année, le vaccin en fait il est remis à jour chaque année et donc il doit être refait chaque année pour être efficace. Donc voilà, c'était le top 3 de la mort. Eh ben merci pour cette chronique vraiment qui convient au sujet dans son ton et non mais c'est bien aussi parce qu'on a quand même appris des choses. On va pas faire comme si on avait que rigolé, mais on a bien rigolé. Je pensais pas possible de rigoler avec Ebola. Bien joué, c'est un exploit réalisé à présent. On sera les premiers. Et ben donc après ce top 3 réjouissant ou pas de la mort, on va pouvoir enchaîner en parlant des épidémies, de la prévention des épidémies. Et c'est Sabrina qui va nous développer tout ça. Vas-y. Donc en gros, je vais vous apprendre à comment ne pas mourir du coronavirus. Ouh. Trop bien. Intéressant. Non, mais elle est utile cette chronique. Du coup, déjà, avant tout, je voulais rappeler que aujourd'hui, on vit dans un contexte qui est très différent par rapport aux grandes épidémies qu'on a pu connaître dans l'histoire. Simplement parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est mondialisé. Et donc, il y a des déplacements de population et de marchandises qui sont très importants et surtout très rapides. Et du coup, ça fait qu'un virus qui pourrait apparaître dans une région du monde pourrait en fait se propager à l'échelle de la planète entière très très rapidement. Donc c'est pourquoi le contexte est si différent. Et c'est à cause du coup de ce risque de propagation qui est du coup, comme je l'ai dit, très rapide et très incontrôlable aussi, qu'il faut mettre en œuvre des moyens pour prévenir les épidémies. Et donc cette prévention du coup elle se fait en amont et par plusieurs moyens. Quels sont-ils alors ces moyens ? Eh ben, je vais vous dire ça. Alors, le premier moyen que j'ai trouvé, c'est la cartographie du risque. Donc, en gros, c'est des chercheurs qui vont essayer d'identifier le lieu où il serait le plus probable qu'un virus apparaisse et se propage. Et en gros, ils ont identifié que le lieu type, entre guillemets, le plus probable, c'est un lieu avec un climat tropical et un déplacement récent de population. Ensuite, un autre moyen qu'on peut citer, c'est la recherche de virus qui seraient présents dans le monde animal et qui pourraient du coup causer des infections à l'homme. Puisqu'en fait, la majorité des dernières épidémies qu'on a pu connaître étaient des virus qui de base étaient présents dans le monde animal et qui se sont transmis à l'homme. Un autre moyen également, c'est l'amélioration des vaccins, dont Margot vous parlera après, mais... En gros, juste pour dire que cette amélioration, elle est quand même très importante, tout simplement parce que un virus qui apparaît, qui est totalement inconnu, le vaccin, il va mettre plusieurs années à être élaboré. Donc dans l'idée, si on pouvait déjà avoir un vaccin, ce serait sympa. Et notamment, il y a des recherches actuelles qui sont menées pour trouver un vaccin universel contre la grippe, puisque comme l'a dit Sarah, la grippe est très mortelle et chaque année elle mute et donc ce serait très pratique d'avoir un vaccin universel. Je crois que Margot en reparle après en plus. C'est ça. Tu manges mon sujet. Non. On se complète. Ça s'appelle les passes décisives, madame. Du coup, ensuite, un autre moyen également, c'est l'élaboration de plans de crise. Très sympathique. Mais donc ces plans-là, ils peuvent être du coup généraux, donc c'est-à-dire en gros, ça vise pas une épidémie particulière. Notamment, il y a le plan d'alerte de l'OMS, donc qui est composé de 6 niveaux d'alerte. En gros, je ne vais pas tous vous les faire, mais le premier niveau, qui est le moins dangereux, entre guillemets, c'est la détection d'un virus chez les animaux qui ne présente pas de risque d'infection chez l'homme. Et le dernier niveau, donc le pire, c'est le début d'une pandémie. Donc, voilà. Et on a également des plans qui sont spécifiques à certaines infections. Donc, par exemple, depuis 2009 en France, on a le plan pandémie grippale. Toujours la grippe. Et, toujours là, ouais. Toujours là. Toujours fidèle au poste.
Et enfin, le dernier moyen, c'est la coopération internationale dans la prévention des épidémies. Et cette coopération, elle est vraiment essentielle parce qu'il suffit juste qu'il y ait un pays qui soit pas très bien préparé à la prévention d'une épidémie et ça va créer des risques pour la planète entière. Et donc cette coopération, elle passe par plusieurs moyens. Par exemple, on peut citer le partage des vaccins ou des médicaments, notamment qui sont envoyés dans certains pays, ou également le fait de rendre publiques les recherches qui sont menées sur les virus et sur les bactéries, pour faire avancer la science. Du coup, une fois qu'on a fait cette prévention en amont, elle peut ne pas être suffisante ou elle peut justement ne pas avoir été faite. Donc comment on fait quand cette propagation est déjà commencée ? Alors, si un virus a déjà commencé à se propager, les autorités ont plusieurs moyens quand même pour éviter qu'il ne se propage trop. Donc le plus connu, c'est la mise en quarantaine. Donc on va isoler les personnes du coup qui sont infectées ou potentiellement infectées. Ce qu'on fait même pour la grippe d'ailleurs dans les hôpitaux, hein, donc c'est pas forcément pour les gens qui sont en phase terminale de coronavirus ou... Exactement. On a également les autorités sanitaires qui vont dire des instructions à la population. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même quelques jours que les autorités sanitaires françaises disent aux personnes qui pensent être infectées par le coronavirus de ne surtout pas aller chez le médecin ou aux urgences parce que vous allez contaminer tout le monde. Mais du coup, d'appeler directement le SAMU, ils vous prendront en charge si jamais ça peut vous être utile. Également, un autre moyen, c'est un contrôle plus important qui sera fait donc des personnes ou des marchandises qui vont voyager. Pareil pour le coronavirus, par exemple, il y a des caméras thermiques qui ont été mises en place dans certains aéroports. Bon, après, le truc c'est qu'on doute un peu de l'efficacité de ces caméras, mais il n'empêche que c'est un moyen qui est mis en place parce que c'est des échelles microscopiques quoi, dont on parle. C'est donc, ça. Et puis même, c'est pas parce qu'ils détectent une certaine source de chaleur que c'est forcément le coronavirus. Oui, dans ce cas-là, on va arrêter plein de monde à la frontière. Hein. C'est ça. Tous les mecs qui ont mis un gros pull. On fait ce qu'on peut, écoutez. Et le dernier moyen, évidemment, c'est la commande de vaccins et d'antibiotiques, s'il en existe, bien sûr. Voilà. Mais en fait, le souci, c'est juste que... certes, du coup, il y a des moyens de contrôler la propagation d'un virus, mais la propagation d'un virus échappe quand même beaucoup au contrôle des autorités, encore plus s'ils se transmettent par voie respiratoire, ça c'est vraiment genre les pires. Et du coup, c'est pourquoi en fait, il est tant nécessaire d'investir dans l'anticipation et la prévention des épidémies plutôt que dans leur contrôle une fois qu'ils arrivent, quoi. Et, mais malgré cette nécessité-là, il y a quand même beaucoup de barrières encore à l'amélioration de la prévention des épidémies. Donc on peut en citer quelques-unes. Déjà, le fait que certaines autorités aient pu dissimuler des cas d'infection. Donc comme parlait Sarah tout à l'heure, la Chine qui a dissimulé en 2002 le SARS et qui ne l'a admis qu'après la mort de 18 personnes. Donc d'ici là, le virus avait quand même eu le temps de se propager un petit peu. On a également le fait que certaines populations se méfient beaucoup des autorités politiques et sanitaires. Donc ça, notamment, c'est un problème qui est beaucoup rencontré en République démocratique du Congo, donc qui fait face à Ebola. Dans les pays où les élites sont souvent corrompues. Et on peut parfaitement les comprendre, mais oui, c'est sûr. Ça crée des problèmes. Également, un autre problème, c'est qu'il y a une certaine difficulté politique à faire de la prévention des épidémies une priorité. Parce que forcément, quand on est un homme politique, c'est plus facile de dire je vais réduire le chômage, plutôt que de dire je vais réduire une épidémie, je vais prévenir une épidémie qui arrivera potentiellement dans le futur. Voilà. Question électorale, c'est pas ouf. Mais du coup, ça fait qu'il y a peu de moyens financiers qui sont alloués à la prévention des épidémies. Donc, par exemple, on peut citer le fait qu'aucun État jusqu'ici n'a complètement mis en œuvre le règlement sanitaire international. Donc, qu'est-ce que c'est ce règlement ? C'est en gros le principal traité pour la sécurité sanitaire qui oblige tous les pays membres de l'OMS à allouer des budgets au renforcement de la sécurité sanitaire. Et enfin, une dernière barrière qu'on peut citer, c'est aussi simplement la difficulté qu'ont les pays pauvres à créer de véritables moyens de prévention contre les épidémies, parce que ils n'ont pas les moyens, c'est pas spécialement leur priorité non plus, c'est ce qu'on peut comprendre. Et le problème, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit juste qu'il y ait un pays qui soit mal préparé et ça va créer des risques à l'échelle de la planète entière. En plus, j'avais vu que par exemple pour Ebola, les pays pauvres, la population était sidérée de voir le nombre d'argent dépensé pour Ebola, alors qu'ils n'ont même pas de quoi manger et vivre, quoi. Ça, du coup, on ne comprenait pas, en fait, il y avait tellement un gros décalage pour ça qu'ils étaient sidérés, quoi. En plus, souvent, les pays moins développés, les normes d'hygiène sont moins strictes, et donc c'est des problèmes, parce qu'en fait, c'est des cercles vicieux, quoi. Les gens ont moins les moyens, donc la santé n'est pas forcément leur priorité,
Donc les normes d'hygiène ne sont pas non plus forcément leur priorité. Donc après, ça s'enchaîne et c'est eux qui sont les plus touchés, malheureusement. Eh ben, merci pour cette chronique qui nous a bien appris. On s'y reportera, je pense, quand on aura besoin. Je pense qu'on peut envoyer ça aux plus hautes sphères politiques pour nous aider. Et puis, on va pouvoir enchaîner avec notre dernière chronique du jour. Et elle va nous parler de vaccins. On en a déjà parlé un petit peu. Belle amorce de Sabrina auparavant. Eh ben, on t'écoute, Margot. À toi. Alors, tout d'abord, je vais faire un petit rappel historique de la naissance des vaccins, donc avec Vaccination Info. En fait, dès l'Antiquité, on a remarqué que les personnes qui étaient atteintes une première fois de certaines maladies infectieuses, elles ne tombaient pas malades une seconde fois. Alors, à votre avis, quel est le tout premier vaccin qui a été créé? Contre quelle maladie? Alors moi, je sais le premier vaccin. Vas-y, Sarah. C'est pas la rage? Non. Ouais, moi, j'allais dire, il y a Pasteur qui a fait le premier vaccin, mais il doit en avoir avant, je suppose. Ouais. Alors, c'est la variole. Ok. Qui a été déclarée éradiquée en 1980. Donc c'est assez récent. Oui. Dans différentes régions du monde, on s'est efforcé de déclencher une forme légère de variole en introduisant dans le corps d'une personne par divers procédés du pus de pustules de malade. C'est ragoûtant, hein? C'est glamour. Et en fait, l'objectif, c'était d'avoir une protection à vie donc, contre cette maladie. Donc c'est peu ragoûtant, mais c'est pratique. Voilà. Voilà. Elle est super mortelle en plus, la variole. Vraiment. On a une spécialiste en plus là-bas de top 3 de la mort. Malheureusement, elle a pas pu faire un top 3, enfin un top 4, mais ça aurait été. Elle est plus mortelle aujourd'hui, elle est soignée trop vite. Ouais, voilà, c'est ça. Coup Quel dur pour la dommage. variole. Et alors, dès la fin du XVIIIe siècle, il y a eu Edward Jenner qui a remarqué qu'une maladie bénigne des vaches, la vaccine, ressemblait à la variole et ne touchait pas les fermiers en contact régulier avec le virus. Alors Jenner, il a contaminé une personne avec la vaccine via de petites incisions dans la peau, puis il s'est efforcé d'infecter son cobaye avec la variole et celui-ci ne l'a pas développé. Et donc cette expérience, il l'a nommée vaccination. Ah, tout s'explique. Et donc, elle va connaître un succès retentissant en Europe et donner lieu à l'organisation de grandes campagnes de vaccination antivariolique. C'est en 1880 que Pasteur a énoncé le principe de la vaccination, qui, je cite, c'est inoculer des virus affaiblis ayant le caractère de ne jamais tuer, de donner une maladie bénigne qui préserve de la maladie mortelle. De 1930 à 1960, il y a eu des progrès dans les méthodes de culture de virus qui ont permis l'émergence de plusieurs vaccins viraux. Donc on est passé d'une culture sur des œufs, des embryons de poulet, des tissus vivants d'animaux, à des techniques de culture cellulaire en milieu synthétique, qui seront adoptées largement en Europe et aux États-Unis. Après les années 60, il y a eu des vaccins modernes qui peuvent par exemple s'appuyer sur la technologie de l'ADN recombinant. Donc on insère un gène d'un virus dans une cellule pour produire un antigène. Alors il y a différents types d'administration des vaccins. Donc traditionnellement, on connaît tous celui avec la seringue et l'aiguille. Ah, berk. Horrible. Mais en fait, il y en a d'autres. Il y a aussi le jet injection. Donc c'est un procédé qui envoie le liquide sous pression en sous-cutané ou en intramusculaire et ne nécessite pas d'aiguille. Il y a aussi l'implant qui contient le vaccin sous forme solide et est placé sous la peau. Les vaccins intradermiques, qui sont des injections de vaccins sous la peau. Les mini-aiguilles, les patchs et la vaccination via les muqueuses. Donc ce sont par des sprays pour le nez ou des solutions à boire. Bon appétit à tous, si vous écoutez cette émission pendant un repas. Voilà. Petit shot de vaccin. Il y a aussi donc différents types de vaccins. Il y a les vaccins vivants atténués qui sont fabriqués à partir de virus ou de bactéries, comme pour la fièvre jaune, le rotavirus ou la varicelle. Et il y a aussi des vaccins inactivés, donc c'est des agents infectieux, ou une toxine produite par ceux-ci qui ont été tués. Et donc dans ces types de vaccins, il y a les vaccins sous-unitaires ou acellulaires qui sont fabriqués à partir de sous-unités du microbe, comme pour la grippe. Encore la Famoso. La poteau. Et les vaccins à germe entier contenant les corps bactériens ou les particules virales dans leur totalité, comme pour l'hépatite A ou le poliomyélite. La poliomyélite, je ne sais pas si on dit. Je crois que c'est là. Là. Voilà. Je sais pas du tout.
Donc, on a aussi pensé que si une nouvelle maladie que nous n'avions jamais vue faisait surface, donc il faudrait 4 ou 5 ans pour trouver un vaccin. C'est très long. C'est pourquoi il y a eu la création du Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, qui a décidé de créer un vaccin contre une maladie inconnue. Il faut savoir donc les vaccins traditionnels, eux, ils fonctionnent avec des injections des molécules de protéines d'un virus. Et en fait, c'est cette fabrication de ces protéines qui est longue et chère. Et en fait, ce nouveau vaccin n'utiliserait pas les protéines. En fait, c'est une injection du matériel génétique qui dit au corps de produire ces protéines. Donc, le corps produit lui-même les protéines et les anticorps. Du producteur au consommateur, quoi. Voilà. Donc, les scientifiques ils peuvent personnaliser le matériel génétique pour que le corps produise des molécules protéiques de presque tous les virus. Et ça prendrait seulement 16 semaines. Incroyable. Ouais, gain de temps incroyable. Alors, quels sont pour vous les avantages des vaccins ? On n'est pas malade ? On ne meurt pas. Donc, en fait, ça nous protège contre une maladie. Et nous, la personne qui s'est fait vacciner, mais également les personnes auxquelles on ne peut pas vacciner. Mais on fait partie de leur entourage, du coup, on les protège aussi. Et quels seraient les inconvénients ? La piqûre. La peur de ça. C'est pas bête. Et bon, t'as bien entendu, il y a d'autres moyens que la piqûre. Hein. Moi, je sais qu'il y a des fois des gens, ça leur fait rien. Genre, tu les piques 15 fois et ils ont rien. C'est ça, ouais. Certaines personnes, en fait, elles vont résister au vaccin et vont contracter quand même la maladie. Il y a aussi des effets indésirables, surtout pour les vaccins inactivés. Donc, des personnes qui réagissent moins bien. Et certains vaccins nécessitent des rappels, comme pour les vaccins sous-unitaires. On les connaît, les rappels, jusqu'à 18 ans. Alors, il y a aussi de nombreuses inquiétudes vis-à-vis des vaccins. Donc, selon Jocelyn Rhodes, ça pourrait s'expliquer par une étude de The Lancet qui prétendait démontrer un lien entre vaccination contre la rougeole et survenue de l'autisme. Mais en fait, cette étude s'est avérée comme être une fraude scientifique du docteur Wakefield. Il y a aussi des thèses hétérodoxes sur la vaccination qui sont à l'origine de la vague de vaccinoscepticisme et qui ont été relayées plus vite et plus facilement avec Internet. Il y a beaucoup de sceptiques, je sais pas comment on dit, de vaccins sceptiques sur Internet. Ouais. Et c'est comparable au climato-scepticisme. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà croisé, attention, petite parenthèse une fois de plus, une dame qui est souvent à Lyon. Je l'ai croisée plusieurs fois dans Lyon à différents endroits. Je sais pas, elle doit avoir des clones ou alors elle se téléporte. qui vient vous parler en fait des vaccins et tout, et qui vous dit que en fait le gouvernement place des mini robots à l'intérieur de votre corps pour vous contrôler à distance. Elle doit suivre parce que moi je l'ai jamais vu. Pour vous contrôler à distance grâce au vaccin. J'aurais du mal à rester patiente face à ce genre de personnes. Je l'ai vu une fois en sortant d'un enregistrement qu'on avait fait ensemble, donc vous aurez dû rester un peu plus longtemps parce que franchement ça valait les tours. Après bon, en effet il y a des scientifiques qui prétendent que le vaccin, donc on n'est pas là nous pour donner une vérité absolue, mais bon, on peut quand même estimer que dans l'ensemble il vaut mieux se vacciner que. Et puis d'ailleurs il te restait des inquiétudes. Et au pire, tu deviens Robocop. Hein. Exactement, en plus. Au pire, quoi. Je vois pas où serait le problème de devenir un super robot, donc à un moment, ce serait même plutôt positif. Et aussi, donc, il y a une autre inquiétude qui serait liée à l'existence d'un passif assez lourd en matière de sécurité sanitaire, avec la succession de dramatiques scandales depuis les années 90, comme l'affaire du sang contaminé, les scandales du Mediator et aussi l'amiante. En fait, ces scandales, ils auraient produit un fort niveau de défiance vis-à-vis des instances chargées de la régulation et de la sécurité des produits de santé. Et donc, comme l'a dit Sabrina, il y a une recherche en cours, ce serait un vaccin contre la grippe, pour qu'une seule injection nous immunise toute la vie contre la grippe, malgré les mutations du virus. Bon, on espère, ça nous ferait gagner du temps en hiver. C'est chaque année, là. Je sais que pour l'instant, genre, ils en sont qu'ils peuvent donner ce vaccin, mais genre, il faut 17 injections pour après être tranquille. Et ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup d'injections. Ouais. Je t'avoue que moi, déjà, je vois des étoiles. Alors, 17, il va falloir me ramasser. Hein. Et voilà, donc ils essayent de réduire ce nombre d'injections pour être immunisés à vie contre la grippe. Ok, merci bien de l'info. Alors, ça nous échappait. Mais c'est avec cette chronique sur les vaccins qu'on va pouvoir conclure cette émission. Normalement, si vous écoutez cette émission, c'est que le coronavirus ne nous a pas encore tous tués, qu'il n'a pas coupé. Si vous l'écoutez en Chine, bon courage à vous.
On espère que tout va bien se passer. Et puis pour rappel, cette émission, elle sera complétée en cours de semaine par donc l'entretien avec Monsieur Thomas Mézaros, maître de conférence à Lyon 3, spécialiste de la gestion de crise, qui pourra lui peut-être nous donner quelques informations en plus sur comment les États actuellement réagissent au coronavirus, comment ils peuvent réagir, en quoi différents États ont différentes techniques pour y échapper, comment la Chine, justement, dans le monde diplomatique, gère ces épidémies. Donc on a hâte, nous aussi, Est-ce qu'on va tous mourir aussi? Je pense qu'il pourra y répondre. Donc on a hâte, et puis restez donc bien connectés sur les réseaux de l'APNIX, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Spotify, pour ne pas louper cette interview. L'APNIX, quant à elle, revient la semaine prochaine avec une nouvelle émission, et une émission par semaine dans un rythme classique. Mais dans peu de temps, l'APNIX saura aussi vous réjouir avec des événements un peu spéciaux, mais je ne vous en dis pas plus. Ça ne saurait tarder. Allez, salut à tous.